Ce dont je vais vous parler, c'est du décalage objectif, du décalage qu'il y a entre le risque objectif et parfois mortel, comme on a vu, qui peut être associé à la consommation de fruits et légumes contaminés, et la perception qu'en ont les consommateurs. Alors on va voir que les consommateurs ont souvent tendance à minimiser très fortement les risques qui sont liés à la consommation des fruits et des légumes à cause de l'imaginaire très positif qui leur est associé, d'où le choix du titre que vous avez là, qui est en réalité un clin d'œil à une citation célèbre de Lévi-Strauss, qui signifie, dans ce sens-là, si les fruits et les légumes sont considérés comme étant bons pour la santé, c'est parce qu'ils sont bons à penser, c'est parce qu'ils sont dotés précisément d'un imaginaire, comme on va le voir, très positif. Mais avant de vous présenter les résultats des études que nous avons réalisées sur le sujet, il m'a semblé utile justement de revenir sur l'analyse du statut tout à fait particulier que les fruits et les légumes, les végétaux d'une manière générale, ont dans notre répertoire et notre imaginaire alimentaire. Alors en faisant un petit détour historique, mais très rapide, on va voir que ce statut résulte des effets combinés de trois grands facteurs: le discours médical, les croyances philosophico-religieuses qui sont associées à l'alimentation et le besoin de distinction. Alors, dans l'Antiquité grecque, les végétaux, les fruits et les légumes avaient une image qui était très positive, puisque ils avaient une fonction, si vous voulez, qui était très importante dans la théorie des humeurs, la représentation qu'on se faisait de la maladie à l'époque, donc la médecine hippocratique, puisqu'ils étaient censés avoir pour fonction, je dis censés parce que je ne sais pas si scientifiquement c'est vrai ou pas, ils étaient censés avoir pour fonction d'équilibrer les aliments trop échauffants comme la viande et les épices. Donc voilà, donc si on voulait avoir un plat équilibré, il valait mieux manger un rôti de bœuf avec de la salade. Vous voyez que cette représentation est toujours très prégnante aujourd'hui encore. Alors, ces aliments étaient également symboliquement considérés comme purs parce que leur consommation n'était pas entachée par la culpabilité qui est liée au meurtre alimentaire, puisque vous savez que pour manger de la viande, il faut accepter justement d'assumer la culpabilité qui est liée au meurtre de l'animal. Donc les végétariens de l'époque, ceux qui appartenaient entre autres à la secte des pythagoriciens, avaient exactement les mêmes raisons que beaucoup de nos végétariens aujourd'hui pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas manger de la viande. Ils ne voulaient pas incorporer la violence qui est associée au meurtre de l'animal, puisqu'ils pensaient qu'en incorporant la viande, en mangeant de la viande, par contamination, symboliquement, ils incorporaient une partie de cette violence, une violence qui pouvait les transformer en barbares et par conséquent en hommes mauvais, en mauvais citoyens, des hommes qui pouvaient être mauvais également pour l'équilibre politique de la cité. Donc le végétarisme, vous voyez que c'est une affaire très ancienne. Au Moyen-Âge, cette représentation va se dégrader très fortement au bénéfice, cette fois, de la viande. Donc l'image des fruits et légumes est très dégradée. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la viande, à cause de sa rareté,
mais également de l'image de puissance et de force qui lui est associée, était beaucoup plus compatible avec l'éthos, hein, la psychologie, l'éthos et, si vous voulez, de l'aristocratie de l'époque. Donc éthos guerrier de l'époque. Les fruits et les légumes surtout, c'était bon pour les pauvres. Alors vous voyez qu'un slogan du type « manger 5 fruits et légumes par jour », à l'époque, c'était pas terrible. Alors aujourd'hui, l'image des végétaux, et comme vous le savez, je l'ai dit dans mon introduction, est très positive. Je vais vous en donner quelques illustrations tout de suite. Alors il faut d'abord dire que cette image, en fait, elle se constitue, si vous voulez, par opposition, presque par défaut, par rapport à celle de la viande, qui entre-temps a vu son image se dégrader pour toute une série de raisons sur lesquelles je vais passer très vite, puisque vous les connaissez bien. La première raison, c'est une raison nutritionnelle, puisque la viande passe pour être un aliment très calorique, un aliment qui peut être gras, parfois lourd à digérer. Le problème moral que j'ai évoqué en parlant des végétariens, et le problème écologique que vous connaissez tous, puisque pour produire de la viande, il faut utiliser beaucoup de ressources en céréales en particulier, donc vous le dilemme, est-ce qu'il vaut mieux réserver les céréales pour les hommes ou pour les animaux d'élevage. Alors, une image donc très positive aujourd'hui. En voici une première illustration. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une carte cognitive. C'est un tableau qui résulte d'une très grosse enquête que nous avons réalisée sur 6000 personnes et dans 6 pays, donc 1000 personnes dans chacun des pays, un échantillon représentatif national. Et elle a été construite, si vous voulez, en utilisant une méthode qui est inspirée de la psychanalyse et qui consiste à demander aux personnes qui étaient interrogées de faire des associations autour du naturel, puisqu'on sait, si vous voulez, que l'une des caractéristiques majeures qui apparaît ici clairement et qui est associée aux fruits et légumes, c'est la naturalité, donc un terme extrêmement positif. Alors vous voyez que dans tous les cas, on voit apparaître à côté de fruits et légumes sains, biologiques, et puis toutes les caractéristiques qui font la naturalité, c'est-à-dire les 4 éléments précisément. Les seuls autres aliments qui apparaissent dans la liste, c'est le pain et le lait. Alors, le mot biologique est ici très important. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup été question, en parlant des crises alimentaires tout à l'heure, des morts qui ont été occasionnées par la consommation des germes. Alors, on pensait que c'était du soja, mais finalement, c'est du... Voilà. Vous voyez que dans la mémoire collective, c'est parti très vite. Alors que l'affaire de la vache folle, ça a duré plus longtemps. Donc nous avons une très forte capacité, à cause de cet imaginaire, si vous voulez, qui sert de filtre, à oublier les choses qu'on n'a pas envie de garder l'esprit. Alors, nous avons ici une autre carte cognitive qui a été construite sur les associations qui sont directement et explicitement liées, cette fois, à l'évocation du mot microbe. Ça, c'est une carte que nous avons réalisée sur une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 900 personnes, donc en France. Eh bien, vous voyez que lorsqu'on parle de microbes, dans la tête des consommateurs, il y a les bons microbes, ce sont ceux qui interviennent dans la fabrication des fromages et des laitages, les bonnes petites bêtes. Et puis, il y a les mauvais microbes. Alors, ces mauvais microbes, quand il s'agit de les nommer, vous voyez qu'en fait, la liste est extrêmement pauvre. Donc, il y a quelques noms qui apparaissent, mais le nombre d'occurrences est très faible. Et vous voyez que ces mauvais microbes, ils sont essentiellement associés, pour ce qui est des aliments, à la viande, voyez, à la charcuterie, aux œufs et aux poissons, mais aucune référence au domaine végétal.
nous pensons qu'il existe un certain nombre de mécanismes psychologiques fondamentaux, dont je voudrais juste vous donner une petite illustration, eh bien, qui peuvent expliquer ce que je viens de dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a du mal à associer le microbe au végétal et qu'on le fait plus facilement avec la viande? Eh bien, nous avons répété auprès de groupes de consommateurs d'aujourd'hui l'expérience qui avait été conduite par Redi. Vous savez que Redi, c'était l'un de ceux qui, avant Pasteur, eh bien, avait démontré la fausseté de l'hypothèse de la génération spontanée. Voilà, donc alors nous avons fait comme l'a fait Redi, c'est-à-dire mis 2 rôtis dans 2 bocaux, dont un est recouvert par un couvercle, et puis nous avons fait la même chose avec 2 salades, et nous avons demandé aux participants de l'expérimentation de répondre à la question de savoir ce qui se passe si on oublie ces 4 bocaux eh bien, sur une table pendant 2-3 semaines. Donc je reviens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que comme vous pouvez le voir ici, eh bien, les vers, bien sûr, mais aussi les germes et les microbes, eh bien, on conçoit qu'ils puissent apparaître sur la viande, qu'elle soit couverte ou pas, puisque vous savez que ce que Redi a démontré déjà à l'époque, c'est qu'en fait, les vers n'apparaissent que sur la viande non couverte, bien entendu. Donc on conçoit qu'elle puisse apparaître sur la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la viande un principe qui renaît à travers ces germes. C'est le vivant qui réapparaît, alors que ce n'est pas le cas sur la salade. Vous voyez que ces verbatim illustrent parfaitement ce mécanisme psychologique. Alors, cette étude, nous l'avons faite sur un échantillon de consommateurs français, mais nous avons demandé également à Paul Rosine, un collègue américain, de répéter la même expérience. Alors, vous avez ici des chiffres qui vous montrent clairement qu'il y a une structure permanente, puisque aux États-Unis, donc on a 23% de l'échantillon des personnes qui ont participé à l'expérience qui voyaient apparaître donc des vers sur la viande versus 12% sur la laitue, et les chiffres sont pratiquement le même. Donc il existe, c'est le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, probablement un certain nombre de mécanismes psychologiques fondamentaux et bien, qui permettent d'expliquer en partie ce phénomène. Alors une autre illustration, puisqu'on a parlé de l'hystéria tout à l'heure, qui permet de montrer ce phénomène, si vous voulez, de réduction psychologique du risque perçu. Nous avons en fait mené une enquête dans laquelle nous avons demandé à un échantillon de 360 personnes d'évaluer le risque qu'il pouvait y avoir, le risque de contamination sur un certain nombre d'aliments qu'on aurait laissé plusieurs jours au réfrigérateur. Donc on a laissé ces aliments plusieurs jours au réfrigérateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors il est intéressant de noter que sur ces 360 personnes, il y en a la moitié qui sont des personnes qui étaient considérées comme étant des personnes à risque du point de vue listeria, c'est-à-dire des immunodéprimés, puisqu'on est allé faire nos enquêtes en partie dans les hôpitaux, dans les salles d'attente des hôpitaux, des femmes enceintes et des personnes âgées, autrement dit des personnes qui avaient reçu une information systématique sur le risque listeria. Bien, donc nous leur avons soumis une liste d'aliments qui est celle-ci, dans laquelle on retrouve toutes les catégories de produits et sous toutes des aliments qui se présentent sous toutes les formes, et on leur a demandé de les noter sur une échelle de 1 à 5, 1 très peu risqué, 5 très risqué. Alors vous voyez que sur l'échelle des risques perçus que l'on obtient, eh bien, vous ne serez pas étonné de constater que les aliments d'origine animale qui sont ici, eh bien, figurent parmi les aliments qui sont
considérés comme étant sur cette échelle de risque perçus les plus risqués. Voici quelques exemples de produits avec leurs notes sur l'échelle. Vous voyez que le rôti de bœuf est à 3,6, alors que la tomate est à 1,9 sur cette échelle de risque perçu. Alors, il est très intéressant de constater, si vous voulez, que les fromages, par exemple, vous savez que l'hystéria, ça peut être un problème avec les fromages, sont considérés comme étant finalement relativement peu risqués. Voilà, donc il n'y a, statistiquement parlant, absolument aucune différence, probablement à cause du phénomène psychologique que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est une question qui reste à creuser pour nous, aucune différence entre l'évaluation des personnes à risque, des personnes informées donc, sur le risque, et puis les personnes normales de l'échantillon. Aucune différence statistiquement significative, probablement pour toutes les raisons que j'ai expliquées et qui nous renvoient à l'imaginaire du végétal. Juste une petite précision, les résultats que vous montrez là sur les dernières enquêtes sont postérieurs ou antérieurs au fenugrec, à l'histoire du fenugrec, des graines germées? Ils sont antérieurs. Voilà, et donc ils ont été faits mais avant. on a eu d'autres épisodes auparavant, des épinards américains, des melons, etc. Oui, mais le fait symptomatique, si vous voulez, que l'on constate, c'est que tous ces épisodes, alors évidemment sur le moment, ils frappent l'opinion, mais ils ont un effet, comment dire, de dissolution qui est très très rapide dans la mémoire, alors que c'est beaucoup moins le cas lorsqu'il s'agit d'épisodes sur les aliments d'origine. Pourquoi? Parce que le symbolisme animal vient s'ajouter pour aggraver en quelque sorte. Mais je dirais tant mieux pour nous, hein, il faut maintenir cette impression, parce qu'au moins ça nous donne un peu de marge de travail. Donc, pendant ce temps-là, on continue à faire des légumes et des fruits sains, mais voilà, au moins qu'il n'y ait pas un imaginaire négatif, c'est déjà bien porteur pour nos filières. Rester sur le même commentaire, il y a quand même une différence de fréquence dans les contaminations, entre les contaminations par fruits et légumes frais et les contaminations par les produits laitiers, la viande. Donc, il faut quand même un peu modérer, je vais dire, la conclusion. Il y a d'autres éléments objectifs. Oui, mais il y a cet élément objectif, vous avez raison de le dire, mais il y a aussi cet élément psychologique qui est tout à fait central et qui revient systématiquement dans toutes les enquêtes. Vous avez vu les cartes que je vous ai montrées, c'est tout à fait frappant. Viande et microbes, ça marche très bien ensemble, ça marche beaucoup moins avec le végétal. Voilà un peu l'idée. Je me demandais si tout ça, c'était pas quand même du bon sens. C'est-à-dire que les fruits et légumes sont en général mauvais à voir avant d'être mauvais à manger. Ceci dit, je me demandais vraiment si, au-delà de la fréquence, si on est vraiment hermétique à... Évidemment, il n'y a pas des rappels, hein, comme dans d'autres secteurs alimentaires, à ces accidents. Et je ne suis pas sûr que, suivant les pays d'Europe, il n'y ait pas une mémoire quand même, parce que j'ai déjà eu le cas d'étudiantes allemandes qui ont très bien intégré le fait qu'il ne fallait plus acheter des fruits et légumes espagnols suite à la crise. Et donc, surtout sur des pays comme ça qui sont peut-être plus dépendants d'importation, l'Espagne a un peu payé le prix de ces germes, qui en plus étaient allemands aussi. En l'occurrence, l'ironie de l'histoire. Alors, lorsqu'on parle de risque sur les fruits et les légumes importés, on parle curieusement beaucoup plus des pesticides. Et c'est pas la même chose. Hein. C'est pas tout à fait. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il est évident que les Allemands qui ont subi la crise vont avoir une mémoire de la crise qui sera beaucoup plus forte. Mais ma question, c'est combien de temps ça va durer par rapport à un épisode comme celui de la vache folle, par exemple. Parce que la vache folle, combien de morts? Bon,
On peut reposer a posteriori la question, mais pendant combien de temps s'est-on arrêté brutalement de manger de la viande? La différence aussi entre la vache folle et le pseudo-concombre espagnol, c'est que le pseudo-concombre espagnol, l'effet était immédiat, c'est-à-dire dans les 2-3 semaines. Donc il était mesurable, ce qui a été beaucoup plus complexe dans le cas de l'ESB. Pour répondre aussi par rapport aux fruits et légumes importés, il y a une dizaine d'années, les États-Unis ont voulu à un moment limiter les importations en disant les fruits et légumes importés sont beaucoup plus contaminés que les autres. Ils se sont fait rebuter au niveau de l'OMC parce qu'ils n'ont pas pu le prouver. En tout cas, la différence n'était pas statistiquement suffisante pour pouvoir le prouver. Même si, effectivement, il y en a peut-être un peu plus, mais en tout cas pas suffisamment pour le prouver. Est-ce qu'il y a vous avez fait des enquêtes, et en France, aux États-Unis, des représentations différentes du consommateur vis-à-vis de l'aliment végétal? L'image est globalement exactement la même. C'est ça qui est frappant. La matrice symbolique est constituée de la même manière. C'est ça qui frappe beaucoup dans nos enquêtes. Juste une remarque à propos de l'image forte entre la vache folle et puis des choses qui peuvent arriver sur les fruits et légumes, c'est qu'abattre un troupeau et détruire des fruits et légumes, ça n'a peut-être pas non plus le même impact sur le public aussi. Donc je pense qu'il y a aussi cet impact fort de détruire des animaux vivants qui peut renforcer aussi la mémoire collective. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a un effet moral qui vient s'ajouter, pour les raisons qu'on a vues aussi. Il y a effectivement un choc moral qui vient s'ajouter au problème du risque lui-même. Oui, tout à fait d'accord. Oui, j'ai beaucoup été intéressé par votre intervention. Je trouve que ce que vous amenez en termes de représentation de l'imaginaire collectif est absolument passionnant. Je suis agronome de formation et métier, donc, et c'est plus une réflexion qu'une question que je voudrais vous amener. On parle de crise sanitaire, mais vous savez que ce qui préoccupe l'essentiel de nos contemporains en termes de risque alimentaire, c'est un risque, pour moi chercheur fantasmagorique, c'est le risque des OGM. C'est-à-dire que c'est un risque complètement irrationnel, que la plupart, sinon tous les scientifiques, mais la plupart des scientifiques vous diront qu'il y a des choses beaucoup plus graves sur la santé qui sont mesurables, comme les pesticides, comme les contaminants alimentaires dont on parle. Or, nos contemporains, de manière tout à fait rationnelle, ont beaucoup plus peur des OGM, qui leur feront probablement, j'en suis convaincu, jamais mal, que des pesticides ou de la listeria. Et la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que, en touchant à la plante via des technologies du génie génétique, est-ce qu'on ne touche pas à un sacré, là, une représentation symbolique que vous nous décrivez, et qui finalement renvoie vers un irrationnel, et le fait que de toute façon, les OGM et les plantes, c'est pas compatible sur le plan de nos représentations, je ne sais pas comment dire, archaïques, inconscientes, quoi. L'un des chapitres, des articles, chapitres d'ouvrage auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, Manger la nature, le bon et le sain, que nous avons publié, ma collègue Gervaise Dubuquet et moi, traite très précisément de la question du symbolisme qui est associé aux OGM. Et nous, on se rend compte, en fait, on s'est rendu compte à l'époque, puisque c'était une étude qui était financée par le ministère et par le CTIFL, d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, si vous voulez, c'est qu'il y avait en gros 3 raisons majeures qui expliquaient l'attitude des consommateurs face aux OGM et au risque qu'il pouvait y avoir à utiliser les technologies du génie génétique dans le secteur des fruits et des légumes en particulier. C'est le problème de la pollution, qui était clairement, si vous l'exprimez, de ce point de vue-là, le risque pour l'environnement, premièrement, le risque, le principe de précaution, on ne sait pas encore s'il peut y avoir des effets peut-être à long terme, donc on préfère s'abstenir, et troisièmement, le risque symbolique que vous venez d'évoquer, qui est lié à la problématique des transferts de gènes. Nous avons d'ailleurs fait des tests, si vous voulez, donc nous avons organisé toute une série d'expérimentations dans lesquelles on a fait croire aux consommateurs qu'on avait transformé, pour améliorer leur qualité organoleptique, des pommes. Donc voilà, donc on a mis des gènes dans une pomme. Eh bien, il faut savoir que l'identité,
pour la psychologie du consommateur, se trouve dans le gène. Vous prenez un gène humain, alors un gène, en tant que scientifique, vous savez ce que c'est. Hein, vous le mettez dans une pomme, et bien vous humanisez la pomme. Il est impossible de croquer dans une pomme dans laquelle on a mis un gène humain. Vous prenez le gène d'un animal, du porc par exemple pour un musulman, vous le mettez dans une pomme, la pomme devient immangeable. Voilà, donc les effets de contamination symbolique sont tout à fait présents. On n'a pas le droit, nous disaient les consommateurs que nous avions réunis en focus group, eh bien, de transférer dans une pomme le gène d'un végétal, parce que lorsque Dieu, et c'est écrit dans la Genèse, lorsque Dieu a créé la terre, il a séparé les règnes et les espèces. Donc nous n'avons pas le droit de recréer en quelque sorte ce qu'ils appelaient des aliments Frankenstein, donc des aliments, si vous voulez, qui seraient créés à partir de transferts de gènes d'aliments appartenant à des catégories considérées comme étant incompatibles. Donc oui, donc il y a toute une série de raisons symboliques que nous analysons dans le papier, donc la référence pourra vous la donner, qui renvoie à ce que vous vouliez de dire. Est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas le fait que les fruits et légumes finalement sont quelque chose qui nous paraisse plus proche, on connaît tout le monde, près de chez soi, quelqu'un qui cultive des fruits et légumes, alors que c'est rare qu'on tue son bœuf tout près de chez soi. On a beaucoup de données anthropologiques là-dessus. Il faut savoir que même dans les sociétés traditionnelles, il y a un très beau livre d'ailleurs de Jeanne Favré-Bassa qui s'intitule La bête singulière et qui traite si vous voulez, de la manière dont le porc était élevé et tué en contexte traditionnel. Et même dans ces conditions, et contrairement à la représentation commune que l'on a, on constate qu'il y avait parmi les paysans des paysans qui étaient incapables de tuer leurs bêtes, quoi. Pourquoi? Parce que l'animal, on a toujours tendance à projeter, c'est le principe d'automorphisme, on a toujours tendance à projeter inconsciemment sur l'animal l'image que nous faisons de nous-mêmes. Alors croquer dans une pomme, ça ne pose pas de problème. Parce que le végétal n'a pas les attributs du vivant. Celui qui a formulé pour la première fois cette notion, c'est Aristote. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, nous dit Aristote? C'est un être qui est doté d'un premier attribut, c'est la capacité à se mouvoir de lui-même. On n'a jamais vu un plant de tomate s'arracher du sol pour aller faire une promenade. Vous voyez, donc voilà. Deuxième attribut, nous dit Aristote, c'est la capacité de la sensibilité. Donc il est beaucoup plus facile, si vous voulez, de projeter cet attribut sur les animaux que sur les végétaux. Donc on a toute une série de raisons que la philosophie classique avait déjà théorisées qui expliquent pourquoi, entre le végétal et l'animal, il y a des différences de perception. Et ce sont ces raisons qui sont selon nous, à l'origine de la structure psychologique que je mentionnais tout à l'heure. Oui, vous nous citiez tout à l'heure que l'image des fruits et légumes s'était revalorisée, avec en reflet l'image de la viande qui s'était dégradée. Notamment, vous avez fait apparaître ce qu'on n'a pas nommé... C'est pas seulement un pis-aller, c'est parce qu'il y a aussi le discours médical, 5 fruits et légumes par jour, etc. Bon, il y a le bien-être animal aussi, qui forcément, au passage. Par contre, est-ce que c'est limité vraiment à nos sociétés occidentales? Parce qu'on entend partout que la demande en viande au niveau mondial, parfois on parle de très très bas, va augmenter de manière très importante, ce qui va entraîner aussi un gros problème d'accès à de nouvelles surfaces agricoles.
Alors est-ce qu'au niveau mondial, on a le même constat ou est-ce que le constat aussi va être le même? J'ai parlé de l'image que la viande avait au Moyen-Âge, mais cette image s'est prolongée pendant très longtemps dans les catégories populaires. Puisque vous savez qu'à un moment donné, on pouvait se servir de la quantité de viande consommée par ménage comme un marqueur du degré de développement du bien-être d'une société. Il va de soi que ce marqueur-là reste pertinent à cause de l'image valorisante, positive que la viande a. Il va de soi que cette image vaut toujours pour tous les pays qui sont en voie de développement, puisque ce qu'ils veulent manger, justement, c'est de la viande. Donc ça, c'est tout à fait